Imaginons un instant qu'on écrive sa pensée la plus sombre, la plus vulnérable, dans un journal intime. On verrouille ce journal, on le cache au fond d'un tiroir, avec la certitude absolue que ce cri du cœur va rester confiné là, en totale sécurité. Ouais. Et le lendemain matin, paf, on se réveille, on sort dans la rue, et là on découvre que chaque panneau publicitaire de la ville affiche en lettres géantes cette page précise. C'est exactement ça. Mais le pire, en fait, c'est pas seulement que tout le monde la lit, c'est que les passants ont sorti des gros feutres rouges. Ils raturent les mots, ils ajoutent leurs propres phrases par-dessus. Genre, ils réécrivent l'histoire pour qu'elle colle à leur propre colère et leur propre combat. C'est une image terrifiante. C'est vraiment la dépossession totale de sa propre intimité, quoi. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Notre plongée du jour se penche sur le cas hyper fascinant et tragique d'ailleurs de l'artiste Fred Vince, que pas mal de monde connaît aussi sous le nom de Freud Vince. Tout à fait. Et la mission de notre décryptage d'aujourd'hui, elle est très claire. On veut dissiper tout ce bruit énorme, tout ce buzz qui entoure sa récente vidéo virale pour vraiment se concentrer sur l'essence de sa déclaration. Ouais, parce que c'est crucial de mettre en lumière les détails précis. Le but, c'est que tout le monde comprenne exactement le message qu'il a voulu faire passer au milieu de tout ce chaos. Exactement. Et le contexte de base, il faut le rappeler, il est extrêmement lourd. On parle d'un artiste qui vient de perdre sa mère, il est sous le choc, en pleine détresse émotionnelle. Et c'est là que ça devient un cas d'école impressionnant sur nos réseaux sociaux. Il enregistre une vidéo qu'il pense garder dans la sphère privée, sauf que, ça lui échappe totalement. Ça fuite de partout. Voilà. Elle se retrouve propulsée sur la place publique et ça déclenche complètement malgré lui une polémique énorme qui implique directement le corps médical de l'hôpital Adolphe Facé. Un nom qui a d'ailleurs été déformé en hôpital Assissé par la rumeur sur Internet. Oui, les déformations vont très vite. Et ce qui est captivant à analyser ici, c'est comment on passe d'un moment de vulnérabilité extrême, d'un deuil pur, à une véritable gestion de crise institutionnelle. C'est fou quand on y pense. La vidéo qu'on analyse en détail aujourd'hui, c'est sa prise de parole après la tempête. C'est sa tentative désespérée de reprendre le volant. Mais pour bien comprendre ce message, ce qu'il essaie de rectifier, il faut d'abord comprendre comment le volant lui a glissé des mains. Comment on passe de l'intime au viral. Du coup, dans sa déclaration, Fred Vince explique que le jour de l'incident, le jour J, il a publié cette première vidéo sur son statut WhatsApp. Et il utilise des mots très spécifiques. Il dit, sous l'effet de l'émotion, j'étais emporté. J'étais vraiment emporté. Et cette insistance sur le mot « emporter », c'est pas anodin du tout, c'est vraiment la clé de voûte de sa justification. Il veut prouver qu'il n'y avait aucune préméditation, c'est ça, hein? Exactement, il veut évacuer l'idée qu'il y avait un plan de communication ou une volonté d'alerter l'opinion publique contre l'hôpital. C'est juste le réflexe nerveux d'un homme en état de choc traumatique qui lâche prise. Mais ce qui me frappe, c'est l'outil, le statut WhatsApp. Il explique bien que la fuite vient de ses propres contacts. Ce sont des gens de son répertoire qui ont capturé et partagé sa douleur. C'est terrible, oui. Mais là, il y a un truc qui cloche, je trouve. Fred Vince est une personnalité publique. Il connaît très bien les rouages d'Internet. Comment notre cerveau peut-il encore percevoir un statut WhatsApp vu par des centaines de contacts comme un espace sécurisé? C'est une super question et c'est lié au design même de ces applications. WhatsApp est conçu de A à Z pour simuler la sécurité domestique. Tu as les petits cadenas de chiffrement, tu t'en sers pour appeler ta mère, pour envoyer des photos privées. C'est très intime comme interface. Voilà, ça crée un biais cognitif ultra puissant. Dans un moment de surcharge émotionnelle extrême, ton cerveau rationnel se déconnecte. On appelle ça la vision tubulaire. Donc il voit pas du tout l'impact public de ce qu'il fait. Exactement. Il voit juste un exutoire immédiat. Un salon virtuel où il peut crier sa peine à des gens qu'il considère comme son cercle de confiance. C'est l'analogie de chuchoter un secret dans un salon rempli de connaissances. T'as l'illusion que ça reste là, mais il suffit d'une seule personne avec un mégaphone pour que toute la ville soit au courant. C'est exactement ça. Et sur WhatsApp, la friction est réduite à zéro. Dans un salon physique, si quelqu'un veut répéter tes mots, il doit les raconter. Ça déforme, ça prend du temps. Alors que là, un clic et c'est sur TikTok. Oui, et ça change tout. Dès que la vidéo sort de WhatsApp, elle perd son contexte d'origine. Elle n'est plus le cri d'un fils qui vient de perdre sa mère. Elle devient un objet de consommation publique, un contenu brut. Et c'est le premier point crucial que l'artiste veut clarifier. Il pointe du doigt la trahison de ce faux sentiment d'intimité. Pour bien dire, je n'ai pas appuyé sur le bouton pour déclencher une guerre médiatique. C'est ça. Il veut qu'on comprenne qu'il a été, d'une certaine façon, piraté par son propre cercle. Sauf que la guerre médiatique, elle a bien eu lieu. Et elle a pris une cible très précise.
Et ça nous amène au cœur du malentendu qu'il essaie d'éteindre aujourd'hui. Absolument. Parce qu'une fois dans la nature, la vidéo a été vue comme une attaque frontale contre le système de santé. Et dans sa mise au point, il est hyper catégorique là-dessus. Je le cite. Il dit « Je n'avais aucune intention de le faire afin de salir l'image du corps médical et surtout pas l'intention aussi de salir l'image de directeur général de l'hôpital Adolpha SC. » Le choix des mots ici, il est chirurgical. C'est pas juste des excuses rapides. Il veut restaurer activement la réputation de l'hôpital. Il parle même des médecins qui se sacrifient à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Oui, il s'adresse au directeur, aux âmes sensibles qui ont été heurtées. Mais je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Je t'écoute. On sent une vraie dualité dans son discours. D'un côté, t'as l'homme brisé, le fils en deuil, et de l'autre, il y a cette phrase qui m'a un peu fait tiquer. Il dit, pour justifier le fait qu'il prenne la parole, « Vu que l'image de votre artiste est en jeu, vu qu'il y a moi qui a déclenché ce qui arrive là. » Ah oui, c'est vrai qu'il dit ça. Du coup, dans quelle mesure cette vidéo d'excuses est dictée par la vraie culpabilité envers l'hôpital et dans quelle mesure c'est pour sauver sa carrière et préserver la marque Fred Vince? C'est une excellente observation, et c'est la tension centrale de tout cet exercice. Mais en fait, je dirais qu'il est impossible et même utile de séparer les deux. Vraiment. Pourquoi? Parce que cette ambiguïté, elle révèle la condition tragique de la figure publique. Cet homme ne peut plus simplement être un fils en deuil. Il est forcé, par la pression des réseaux sociaux, de devenir le gestionnaire de crise de son propre traumatisme. C'est fou. La machine médiatique lui accorde aucun délai de grâce, en fait. Aucun. S'il laisse le silence s'installer, la polémique va gonfler, l'hôpital pourrait répliquer, sa carrière pourrait être détruite par ricochet, donc il est obligé d'éteindre l'incendie avant même de pouvoir pleurer. Et le message qu'il tente de faire passer, c'est de dissocier sa douleur de l'hôpital. En valorisant les médecins, il désamorce l'arme que sa vidéo était devenue. Exactement. Il dit en gros « Ma peine est immense, mais ne vous en servez pas pour faire le procès de ces médecins. » Ce qui nous amène à la partie qui est pour moi la plus révélatrice de son message. Une fois qu'il a défendu l'hôpital, il s'attaque directement au public. Et il n'y va pas par quatre chemins. Non, clairement pas. Il dénonce la façon dont les autres se sont servis de son erreur. Il lâche une phrase hyper forte, on est tous congolais, nous savons comment les choses se passent. Ce segment est brillant sociologiquement parlant. Ouais. Il accuse des gens d'utiliser sa vidéo pour faire des règlements de compte, de détourner son deuil pour dire tout bas ce qu'ils pensent de la situation du pays ou des hôpitaux. C'est ce que j'appelle le piratage narratif. Il ne nomme pas les problèmes spécifiques, mais il fait appel à l'inconscient collectif. Le piratage narratif, c'est super intéressant comme concept. Pour qu'on visualise bien, c'est un peu comme un train qui déraille, non? Comment ça? Disons que l'artiste a accidentellement lâché les freins de la locomotive avec sa première vidéo, mais au lieu de l'aider, les spectateurs montent à bord et rajoutent des tonnes de charbon dans le moteur pour faire foncer le train droit dans le mur de l'hôpital. C'est une très bonne image. C'est l'opportunisme social pur et dur. Ou comme un document partagé en ligne, tu vois, genre un Google Doc ouvert à tous. Ah oui, très parlant aussi. Fred Vince écrit une phrase sur sa tristesse, et soudain, des milliers d'inconnus se connectent. Ils effacent son nom et ils utilisent la page blanche pour écrire leur propre plainte. Genre, le système de santé est nul, j'ai attendu 5 heures aux urgences. Sa tragédie devient juste un prétexte. C'est exactement le mécanisme. Ce que l'artiste dénonce ici, et c'est le détail crucial de son message, c'est la façon dont la psychologie des foules sur les réseaux sociaux fonctionne. Ça récompense l'indignation, c'est ça? Toujours. Quand une tragédie touche une institution, ça devient un cheval de Troie. Les gens voient dans la détresse de cette célébrité un levier massif pour faire avancer leur propre grief. Il dépouille la victime de sa propre histoire. C'est d'une violence inouïe quand on y pense. Complètement. La douleur de Fred Vince devient l'outil d'un règlement de compte national. Et c'est cette dépossession qu'il essaie de stopper. C'est pour ça qu'il dit « Nous savons comment les choses se passent ». Il pointe la foule du doigt. Mais tu penses qu'il peut vraiment demander à cette foule d'arrêter d'utiliser une arme qu'il a lui-même, même involontairement, forgée? C'est tout le paradoxe. C'est une tentative de responsabiliser une audience qui est déjà ivre de sa propre colère. Mais il est obligé d'essayer. Parce que c'est la seule façon pour lui de récupérer son récit. Ça doit être tellement épuisant pour lui. Il essaie de raisonner des gens qui ont oublié que le point de départ, c'est la mort de sa maman. Et ça nous mène tout droit à la conclusion de son message. Et là,
on touche à l'essence pure de sa démarche. Oui, quand on retire toutes les couches, la viralité, les excuses, la politique, on arrive sur les mots de la fin de sa vidéo. Et c'est un plaidoyer qui prend aux tripes. Tout à fait. Il dit « Laissez-moi faire mon deuil, laissez-moi enterrer ma mère, laissez-moi faire avancer les choses afin que les bonnes choses arrivent. » Cette répétition, ce « laissez-moi », c'est le cœur nucléaire de son intervention. C'est le vrai message qu'il voulait faire passer. Il y a une détresse palpable. On oublie d'un coup le concept de l'artiste qui protège son image ou l'hôpital. On a juste un humain qui supplie qu'on lui donne de l'air. Exactement. Si on relie tous les points, le but ultime de cette vidéo d'excluse, c'est pas de rassurer des sponsors, c'est de négocier un droit fondamental avec le tribunal d'Internet. Le droit au silence. Voilà, le droit d'avoir la paix pour enterrer un parent. Il est littéralement en train de demander la permission d'être invisible. Et c'est là qu'on touche à l'ironie la plus cruelle, je trouve, de notre époque numérique. Pour obtenir le droit de disparaître, pour avoir juste un peu de silence, cet homme est obligé d'allumer une caméra. Ouais. Il doit se mettre en pleine lumière, produire un discours hyper structuré et le balancer à des millions de personnes. Il doit fabriquer du contenu viral pour supplier qu'on arrête la viralité. C'est la rançon de l'économie de l'attention. Sur les réseaux, le silence n'est jamais vu comme un besoin de repos, c'est vu comme une culpabilité, ou un vide que les rumeurs vont s'empresser de combler. Donc t'es obligé de nourrir la machine. Absolument. Pour clore un cycle médiatique, tu dois fournir à l'algorithme une conclusion officielle. Sa demande de deuil privé devient elle-même un format vidéo, un truc consommable qu'on peut liker, partager. C'est vertigineux. Si on doit faire une synthèse bien nette pour que tout le monde reparte avec le vrai sens de cette affaire, on a un moment d'égarement humain, Capturé sur WhatsApp, capturé avec l'illusion de la confidentialité, ouais. Ensuite, ce moment est transformé en arme par une foule hyper opportuniste. Ça crée un scandale médical. ce qui force un homme en deuil à se changer en gestionnaire de crise. Il désamorce la critique envers l'hôpital de façon très méthodique. Et tout ça dans l'unique but de récupérer sa propre tragédie personnelle et d'obtenir le droit de pleurer sa mère en paix. C'est un résumé parfait. La volonté profonde de l'artiste, c'était vraiment de nettoyer son drame de toutes les récupérations politiques que le public avait collées dessus. Il demande juste qu'on lui rende son intimité. Ce qui nous ramène au tout début de notre discussion, à cette fameuse image du journal intime gribouillé par des inconnus sur un panneau 4x3. C'est une métaphore qui reste en tête. Et au-delà du cas de Fred Vince, ça soulève une réflexion de fond qui nous concerne tous. Surtout la prochaine fois qu'on aura le réflexe de transférer un message ou de donner notre avis sur une douleur qui n'est pas la nôtre. Une vraie question d'éthique personnelle, oui. Inconnu, en quelques clics, possédons-nous encore vraiment nos propres moments de vulnérabilité? Ou bien est-ce que le deuil public est devenu une performance qu'on est constamment obligé de justifier devant la foule? C'est une question très profonde. Et ça montre bien à quel point notre conception de ce qui est privé s'est presque évaporée aujourd'hui. Tout devient matière à consommation collective. C'est une réflexion qu'on va laisser tourner dans vos esprits. Mais une chose est sûre, gardons nos journaux intimes bien fermés, méfions-nous de cette illusion de sécurité de nos petits cercles numériques et surtout, apprenons à laisser tranquilles ceux dont les pages se sont envolées malgré eux.